l'outil AgriTrust, il va se placer dans la chaîne de valeur de la donnée agricole, donc qui va souvent démarrer chez l'agriculteur. Une organisation va collecter les données. AgriTrust intervient juste après pour sécuriser l'échange de données qui est opéré sur la plateforme API Agro, qui est une autre solution de AgDataHub. Et ensuite, cette donnée arrive chez l'organisation qui va faire le traitement de la donnée à, pour différents usages qui vont servir soit à l'agriculteur lui-même, la boucle est bouclée, soit le consommateur ou un conseiller technique, un vétérinaire qui travaille directement avec l'agriculteur. Donc maintenant que je vous ai situé AgriTrust et API Agro sur le cycle de la donnée, on va aller voir un petit peu en détail comment ces deux produits se combinent pour que les données circulent avec la vérification du consentement de l'agriculteur. Donc déjà, la première étape, ça va être la mise en place d'un projet d'échange de données entre deux organisations, donc celle qui a collecté la donnée et celle qui compte la récupérer pour faire appliquer un traitement dessus. Donc sur API Agro, on a deux types de rôles. Donc à gauche, vous voyez le rôle d'une organisation qui compte offrir des données. Donc là, dans mon exemple, ce sera mes parcelles parmi d'autres organisations. Et à droite, on va avoir les demandeurs de données qui vont faire le traitement et par exemple Oleos. Donc, pour resituer, le logiciel Mes Parcelles, il va collecter des données de traçabilité des cultures. C'est souvent saisi par l'agriculteur. Et donc, comme ces données viennent d'une exploitation agricole, elles seront soumises à vérification du consentement avant de pouvoir être échangées. Quant à la solution Oleos, elle va permettre de vendre les produits au-dessus des prix du marché grâce au calcul d'un bonus GES, pardon, il y a une coquille. Et ça va permettre de valoriser les pratiques de l'agriculteur qui travaille en faveur du stockage du carbone dans les sols. Donc pour ça, il y a besoin de données. La deuxième étape, après cette interaction entre l'offreur et le demandeur de données, deuxième étape, ça va être de récupérer le fameux consentement auprès de l'agriculteur. Donc on va aller demander à l'agriculteur son consentement à chaque fois que les données qui sont échangées viennent de son exploitation agricole, viennent de son activité professionnelle d'agriculteur. Donc, on va aller demander à tous les agriculteurs leur consentement. Je vous montrerai juste après concrètement comment ça se passe. Et pour valider ce consentement, l'agriculteur va utiliser son identité numérique. Pareil, on regardera juste après comment ça se concrétise. Et il va pouvoir accepter ou refuser, bien sûr, il a le droit, l'échange de données qui viennent de son exploitation. Donc pour prendre sa décision, l'agriculteur il va se baser sur 6 informations et c'est ça qui permet de considérer que c'est un consentement éclairé. Donc la première, bon, ça va être l'ayant droit, ça va être son exploitation, ça c'est facile. Le bénéficiaire, c'est l'entreprise qui récupère les données, donc Oleos dans mon exemple. L'émetteur des données, c'est l'entreprise qui a collecté et qui va mettre à disposition les données, bien sûr si le consentement est validé. Donc là, dans mon exemple, c'était mes parcelles. On a une date de début et une date de fin de validité de ce consentement. Le consentement, il est figé dans le temps, il est sur une période figée. Ensuite, on va préciser la famille de données. Quel est le contenu de cet échange de données? Quelles sont les données qui vont avoir le droit de circuler en se basant sur ce consentement? Et enfin, l'usage des données. Qu'est-ce que va faire le bénéficiaire des données avec celles-ci? Donc
l'agriculteur, comment est-ce qu'on lui présente cette demande de consentement? Ben, il va pouvoir être demandé par l'entreprise qui échange les données grâce à un QR code. Et donc ce QR code, il n'est pas nominatif, il est valable pour tous les agriculteurs. L'ayant droit n'est pas encore précisé à ce stade-là. Et il va pouvoir être diffusé très largement à tous les agriculteurs qui pourraient être concernés. Et le QR code, il peut être intégré dans différents moyens de communication qu'utilise déjà l'entreprise avec l'agriculteur potentiellement. Donc ici, vous voyez quelques exemples. Ça peut être dans un document, par exemple en annexe d'un contrat. Ça peut être dans un mail, une newsletter, ou ça peut être directement en présentiel ici par exemple sur la tablette du conseiller ou sur un papier affiché dans un local. Donc l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire face à ce QR code? Il a une application qui lui permet de scanner le QR code et de voir tout le détail de la demande de consentement. Donc là, par exemple, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui souhaite échanger des données avec SMAG. Donc on a le SIRET des deux acteurs pour être sûr de qui est représenté. Et on va pouvoir afficher, ils vont pouvoir échanger la famille de données qui concerne les récoltes et ils vont pouvoir, le récipiendaire des données va pouvoir l'utiliser uniquement pour l'affichage dans le calendrier d'intervention sur une période donnée. Donc tout ce qui est autre famille de données et autres usages ne seront pas autorisés par ce consentement. Donc si l'agriculteur accepte, le consentement est enregistré et il pourra être retrouvé dans son historique. L'agriculteur a son historique, accès à son historique, pardon, que ce soit sur le web ou sur son application mobile. Je reviendrai plus tard en détail sur cette application mobile. Donc si je reviens à mon échange de données, voilà la troisième étape. On a bien l'agriculteur qui a donné son consentement, les deux entreprises qui se sont mis en contact via API Agro. Et donc, le jour où la donnée transite, la plateforme API Agro va aller vérifier si le consentement est bien présent dans l'outil AgriTrust. Donc là, l'agriculteur, il a bien donné son consentement à Oleos pour récupérer des données chez mes parcelles. Et là, par exemple, ce sont uniquement les données de production et pour un usage uniquement de traçabilité. Donc, cette distribution de données, elle n'a lieu que si l'agriculteur a donné son consentement. Tant que l'agriculteur n'a pas validé un consentement, le transfert ne se fait pas. Donc voici pour l'interaction entre l'échange de données et le consentement de AgriTrust. Maintenant, je vais revenir sur AgriTrust plus en détail et surtout sur l'identité numérique sur laquelle on va se baser pour être sûr que l'agriculteur qui valide sur son smartphone, c'est bien celui qu'il prétend être. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? On va se baser sur le principe de l'identité numérique agricole. Pourquoi agricole? Parce qu'on a et l'identité de la personne physique, de l'exploitant, et l'identité de la personne morale, donc l'exploitation, l'entreprise. C'est cette combinaison qui va nous permettre d'être sûr que, que la personne qui est derrière le téléphone est bien celle qu'elle prétend être. Ces identités, elles sont issues d'organisations de confiance. Donc pour l'identité de la personne physique, c'est France Connect qui émet cette identité. Et pour l'identité de la personne morale, c'est les chambres d'agriculture mandatées par le ministère de l'Agriculture qui vont valider cette identité.
Donc, ces deux informations vont être stockées de façon sécurisée dans une application mobile qui s'appelle AgriTrust et qui agit un peu comme une boîte noire. Les informations qu'on a récupérées de France Connect et des champs d'agriculture sont stockées de façon sécurisée et il n'y a que l'agriculteur qui peut y accéder. Cette application, il faut savoir qu'on l'a développée avec IN Group, aussi connu sous son ancien nom d'Imprimerie nationale, qui permet qui nous apporte son expertise dans l'identité, sur l'identité des personnes. Et Orange Business Service, qui est un éditeur de solutions numériques et qui nous apporte son expertise sur ces nouvelles technologies. Donc pour l'agriculteur, cette création d'identité, elle va être faite en simplement 2 étapes. Télécharger l'application sur les stores habituels et s'identifier avec France Connect. Et ensuite, la récupération de l'identité numérique est faite automatiquement. On sait retrouver l'entreprise à partir de l'identité de la personne physique. Donc avec cette identité numérique, je vous ai montré un petit peu auparavant comment on faisait pour valider un consentement. On va pouvoir faire d'autres utilisations. L'agriculteur va pouvoir utiliser cette identité pour d'autres besoins. Par exemple, pour se connecter simplement à ces outils numériques en apportant la preuve de son identité en ligne, à distance. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a fait un prototype avec les équipes de Mes Parcelles et pour se connecter à son compte, il suffit de scanner un QR code et de valider la communication, le partage des preuves d'identité. Et le logiciel s'ouvre directement sur son compte. On n'a pas besoin de ressaisir un identifiant ou un mot de passe. Et à terme, on pourra prouver d'autres informations que l'identité, par exemple des choses comme le certificat ou un RIB qui sont rattachés soit à l'agriculteur, soit à son exploitation. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver de façon animée sur cette petite vidéo. On vous communiquera le lien dans le chat. Je regarde où j'en suis par rapport au timing. Ok. Donc je vais pouvoir compléter ces explications particulières à GridTrust en reprenant un peu de recul et je vous emmène à l'échelle européenne. Parce que tout ça est tout ce que je viens de présenter est cohérent avec la stratégie européenne autour de la data. L'objectif de l'Union européenne étant d'apporter le cadre réglementaire qui lui permettra de devenir un acteur de premier plan à l'échelle mondiale dans notre société qui est de plus en plus organisée autour des données numériques. Donc pour ça, l'Union européenne a identifié des espaces de données européens par filière. Donc par exemple, sur des sujets stratégiques comme la mobilité, l'agriculture, tout ce qui touche au changement climatique, la santé, les organisations publiques, l'industrie, la finance, les énergies et les compétences, l'éducation. Donc ce cadre réglementaire qui a pour but d'encadrer ça, il se décline en quatre textes notamment. Donc le premier, c'est le Data Market Act qui va encadrer les géants du numérique que je ne citerai pas, mais qu'on a tous plus ou moins en tête. L'objectif étant de rééquilibrer le marché. Le Data Service Act, qu'on peut résumer par cette formulation, ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne.
Donc ça va viser par exemple les problématiques de harcèlement en ligne. Ces deux textes ont déjà été adoptés. Le troisième, ça va être le Data Act, qui renforce les droits de l'utilisateur et qui lui permet de récupérer les données qu'il a lui-même générées. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident, c'est même souvent compliqué. Et ensuite, le Data Governance Act, qui va organiser la gouvernance du marché et qui a pour but de faciliter le partage de données. Et ces piliers, c'est notamment le consentement qui doit être fourni par l'utilisateur avant un échange. Là, je parle de données certes personnelles, comme a réglementé la RGPD, mais aussi des données non personnelles. C'est là qu'on arrive au lien avec AgriTrust, qui permet à l'entreprise d'exploitation agricole de limiter, de donner son consentement quand les données qui sont échangées entre deux acteurs viennent de son activité, de l'activité professionnelle agricole. Et donc là, le détenteur devra les mettre à disposition. J'y apporte une modulation, hein, ces informations, vu que ces textes ne sont pas tous en application, ces textes peuvent évoluer, certains sont même encore en discussion, donc c'est à prendre, pas à prendre au pied de la lettre. Donc enfin, je finirai par un petit état des lieux des différents acteurs qui ont émergé de ces différents textes européens que je viens de vous présenter. Donc, on identifie 4 acteurs autour de ce sujet de la data. On va avoir l'utilisateur des données. C'est dans notre cas l'agriculteur. C'est celui qui génère la donnée par son activité. Autrement dit, si il n'y avait pas eu cette activité de l'utilisateur, la donnée n'existerait pas. Ensuite, on a le détenteur des données. C'est celui qui va stocker les données et qui pourra les rendre disponibles. Donc, dans notre cas, dans notre exemple, c'est mes parcelles. Enfin, on a le destinataire des données, celui qui va les récupérer afin de fournir un service à l'utilisateur. Dans notre cas, c'était Oleos. Et enfin, il y a un nouveau rôle qui émerge de ces textes réglementaires qui est le service d'intermédiation de données. Donc, c'est des organisations qui offrent des places de marché de données et des plateformes de gestion du consentement. Donc là, c'est la définition même de Hack Data Hub qui propose API Agro pour les échanges de données et AgriTrust pour la gestion du consentement.